François Rabelais est une figure majeure du XVIe siècle. Moine, médecin, cet humaniste est resté célèbre à travers la figure de ces géants, Pantagruel et Gargantua. C'est sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier que Rabelais publie d'abord Pantagruel en 1532, puis en 1534, la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. C'est par le rire que Rabelais s'adresse à son lecteur, pour traiter des thèmes de la guerre, du dogmatisme de la Sorbonne, de l'éducation, de la superstition, etc. Mais dès le prologue, il avertit son lecteur de ne pas s'en tenir aux apparences. Comme chez Socrate, dont il fallait dépasser la laideur physique pour mesurer l'intelligence, ou comme avec les boîtes de Silène, il faut que le lecteur aille chercher au-delà de la laideur apparente la substantifique moelle de son livre. Gargantua a suivi pendant plus de 50 ans l'éducation sophiste de Tubal Holoferne et de Jodin Bridé, mais devant le désastre de cet enseignement, Grangousier a confié l'éducation de son fils à un jeune précepteur du nom de Ponocrate, qui applique les méthodes de l'éducation humaniste. Après un voyage à Paris, lors duquel le maître a pu observer les mauvaises habitudes de son élève, dans le chapitre 23 intitulé « Comment Gargantua fut instruit par Ponocrate de telle façon qu'il ne perdait pas une heure du jour », nous découvrons la bonne éducation que reçoit désormais le géant. Notre fil directeur cherchera à montrer comment, à travers l'éducation de Ponocrate, Rabelais illustre justement les buts de l'éducation humaniste. En ce qui concerne les mouvements, on peut dire qu'il y a deux mouvements dans cet extrait. Le premier, qui est dimension intellectuelle de l'éducation, et la deuxième partie, qui montre à quel point le corps a de l'importance. S'éveillait donc Gargantua, environ 4 heures du matin. Cependant qu'on le frottait, lui était lu quelques pagines de la divine écriture, hautement et clairement, avec prononciation compétente à la matière, et à ceux était commis un jeune page natif de Bachet, nommé Anagnoste. Selon le propos et argument de cette leçon, souvent autrefois s'adonner à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, duquel la lecture montrait la majesté et jugement merveilleux. Puis aller au lieu secret, faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce qu'avait été lu, lui exposant les points plus obscurs et difficiles, considérait l'état du ciel, si tel était comme l'avait noté au soir précédent, et quelques signes entraient le soleil, aussi la lune, pourrissaient la journée. Ce fait était habillé, peigné, testonné, accoutré et parfumé, durant lequel temps on lui répétait les leçons du jour d'avant. Lui-même les disait par cœur et y fondait quelques cas pratiques et concernant l'état humain, lesquels ils entendaient aucune fois jusque 2 ou 3 heures, mais ordinairement cessaient lorsqu'il était du tout habillé. Puis, par 3 bonnes heures, lui était fait lecture. Ce fait, hissait hors, toujours conférant des propos de la lecture, et se déportait en braque ou esprit, et jouait à la balle, à la pomme, à la pile trigone, galantement s'exerçant les corps, comme ils avaient les âmes auparavant exercées. Tout leur jeu n'était qu'en liberté, car ils laissaient la partie quand leur plaisait, et cessaient ordinairement lorsque suaient parmi les coups ou étaient autrement là. A donc été très bien essuyé et frotté, changé de chemise, et doucement, se promenant, aller voir si le dîner était prêt. Là, attendant, récitait clairement et éloquentement quelques sentences retenues de la leçon. Cependant, Monsieur l'appétit venait, et par bonne opportunité s'asseyait à table. S'éveillait donc Gargantua à environ 4 heures du matin. On se souvient qu'au chapitre 21, Gargantua se levait aux alentours de 8h30, ce qui était extrêmement tard pour l'époque, parce qu'on vivait en fonction du soleil. Or ici, la journée débute très tôt, 4 heures du matin, et l'imparfait, ici, s'éveiller, suggère une habitude. Gargantua va suivre un emploi du temps rythmé qui ne laisse plus place à la fainéantise et à l'immobilisme. Cependant qu'on le frottait. Alors ici, cependant que, la locution adverbiale ici va montrer que non seulement le prince se lève tôt, mais ses activités sont concomitantes. Il ne fait pas qu'une chose à la fois. Autre élément, le verbe frotter, ici, suggère un rapport différent à l'hygiène du corps. Rabelais était médecin, et il était très soucieux de l'hygiène. Donc avant de commencer son instruction, il y a la toilette. Donc cette toilette est le moment de la lecture des Saintes Écritures. Et on pourrait penser que cette éducation va être tout aussi passive que l'éducation sophiste, parce que on le frottait, lui est élu. Lui est élu, c'est pareil, c'est une forme passive. Mais en réalité, on va voir que c'est très différent ici. Il s'agit d'ailleurs de quelques pagines seulement. C'est-à-dire, le déterminant quelque ici est au singulier. Et ça signifie une certaine page. Il y a un choix qui est fait dans ce qui est lu. Il s'agit d'un passage, d'un petit extrait choisi. Ensuite, le lecteur est un jeune garçon.
et non le détenteur d'un savoir. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un jeune page. Cette jeunesse suggère la pureté et une certaine innocence. Et il n'a pas de lien avec la religion. Il est là pour lire le texte le mieux possible, et son nom même signifie celui qui lit, le lecteur. Les adverbes, hautement et clairement ici, montrent que ce jeune page est là pour lire le texte le mieux possible, mais sans apporter aucune interprétation. C'est à Gargantua de faire ce travail. On peut rappeler ici que Rabelais, en tant qu'humaniste, est proche du mouvement évangélique, et il était donc partisan d'un retour aux textes saints originaux. Selon le propos et argument de cette leçon, en accord avec son maître Érasme, Rabelais invite le lecteur à ne pas pratiquer mécaniquement la prière. Ici, c'est selon le propos et argument de cette leçon que cette prière sera faite. Rien n'est figé en fait. Il faut que les croyants puissent avoir accès à la lecture des textes sacrés, aux évangiles, et ce, sans intermédiaire. Selon le propos et argument de cette leçon, on voit ici que Rabelais invite le lecteur à ne pas pratiquer mécaniquement la prière. Il faut que les croyants puissent avoir accès à la lecture des textes sacrés, aux évangiles et sans intermédiaire. Souvent, toutefois, s'adonner à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu. Ici, on a une énumération de verbes à l'infinitif. Rabelais refuse la prière mécanique. Il valorise une attitude autonome. C'est l'expression de la volonté des évangélistes de ne pas mettre d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, de revenir à la parole première. Puis aller au lieu secret faire expression des digestions naturelles. On notera ici le changement brutal, le changement radical de vocabulaire avec, par exemple, le chapitre sur le torche-cul, bien sûr. Ici, on parle d'expression des digestions naturelles, ou de lieux secrets, ce qui montre bien une évolution dans l'éducation de Gargantua, bien sûr, au-delà du fait qu'il ait grandi. Là, son précepteur répétait ce qui avait été lu, lui exposant, etc. On retrouve ici la concomitance des apprentissages. Là, ici, a une valeur temporelle, pendant qu'il était là. On peut voir ici aussi un parallèle entre les nourritures terrestres et les nourritures spirituelles, qui demandent à être elles aussi digérées. Le rôle du précepteur, ici, c'est l'éclaircissement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'apprendre sans comprendre, voilà, il faut une réflexion. Considérer l'état du ciel, etc. Rabelais accole le plus bas et le plus élevé ici, puisqu'on avait l'expression des digestions naturelles juste au-dessus, et ici, on a l'état du ciel. Il juxtapose des activités qui normalement sont séparées. Et par ailleurs, sans cesse, il y a des vérifications des acquis précédents. Si tel était, comme l'avait noté au soir précédent, l'étude du ciel, l'astronomie, c'est une activité très importante pour les humanistes. Et on n'oublie pas la théorie de Copernic sur l'héliocentrisme qui va modifier le rapport de l'homme au monde. Ce fait était habillé, peigné, testonné. Dans cette phrase, on note bien le nécessaire équilibre entre le corps, habillé, peigné, testonné, et en même temps l'esprit. On lui répétait les leçons du jour d'avant. Lui-même les disait par cœur, et y fondait quelques cas pratiques concernant l'état humain. Il ne s'agit plus ici de simplement apprendre par cœur, mais bien de relier les connaissances livresques au monde réel. Parce que lui-même les disait par cœur, mais ici, la coordination montre à quoi ça sert. Il fondait quelques cas pratiques et concernant l'état humain. Cet apprentissage mène à une réflexion. Lesquels ils étendaient aucune fois, etc. Il n'y a rien de figé dans cet enseignement. La durée va varier en fonction des besoins du moment. C'est-à-dire que on a 2 ou 3 heures, et puis ensuite on a « mais ordinairement » cessé lorsqu'il était du tout habillé. Donc il n'y a pas de règle. Et puis c'est aussi le temps de l'échange, parce que ils étendaient, c'est un pluriel, et c'est ensemble, c'est en accord entre le maître et l'élève. On retrouve donc ici la volonté d'un être savant en tout, mais dans l'éducation humaniste, on ne s'en tient pas à l'esprit, parce que le corps a aussi une grande importance. Ce fait, Isséor, toujours conférant des propos, etc., ce souci du corps va se manifester dans les activités physiques, même s'il y a toujours concomitance. Toujours conférant des propos de la lecture. Ils sont dehors, et en même temps, ils se préoccupent de l'esprit. Le maître participe aussi aux activités. Issé, c'est toujours un pluriel, et c'est aussi le maître qui est concerné. Jouait à la balle, à la pomme, à la pile trigone, donc énumération de jeux, variés et collectifs surtout. Tout leur jeu n'était qu'en liberté, car ils laissaient la partie, etc. Ce qui apparaît à nouveau, c'est une grande souplesse dans les activités. Parce que nous avons ici, car ils laissaient la partie quand on leur plaisait. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Et puis,
lorsque sué parmi les corps, c'est-à-dire que il y a autant d'intensité dans l'activité physique qu'il n'y en avait dans l'activité intellectuelle, qu'il y en a dans l'activité intellectuelle. A donc été très bien essuyé et frotté, changé de chemise, etc. On retrouve évidemment ici le souci de l'hygiène. Changer de chemise, hein, on ne reste pas dans sa transpiration. Et puis ici, l'adverbe doucement, doucement se promenant, montre le rythme adapté à l'individu de cette éducation. Il n'y a pas de violence, hein, on prend le temps. Là, attendant, réciter clairement et éloquentement quelques sentences retenues de la leçon. Les deux adverbes, clairement et éloquentement, mettent en valeur la qualité du travail. Cependant, monsieur l'appétit venait, par bonne opportunité, s'asseyait à table. À nouveau, on a un langage bien plus soutenu, bien plus élégant, avec une personnification de l'appétit, monsieur l'appétit. Le désir du corps est écouté et respecté. Et le ton change. Il devient sérieux, le vocabulaire trivial, ici, a cédé la place à un vocabulaire soutenu. Plus de grossièreté, plus d'effets comiques, comme tout à l'heure pour les lieux secrets.